Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Marc Ouellette, fondateur de Nova Pharma Suppléments Alimentaires. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, toi, Pat? T'as l'air super en forme, ta barouette. Ben, on essaye. J'ai pas vraiment le choix là, de me tenir en forme pour être productif là, dans mes activités. Surtout, suppléments alimentaires. Un petit peu, parle-moi un petit peu de comment tu as commencé ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Suppléments alimentaires, c'est des protéines? C'est quoi exactement? On a une gamme de suppléments sportifs, des suppléments aussi alimentaires, des suppléments il peut se prendre sur une base quotidienne qui va régler certains... je te dirais, chaque personne a des carences différentes. OK. Puis peut avoir aussi soit des troubles du sommeil, même de l'anxiété. C'est des suppléments Avec pour des suppléments, tous. tu peux régler ça, ouais? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler avec des suppléments. Puis ma mission première de pourquoi j'ai parti mon brand de suppléments, c'est vraiment de démocratiser les suppléments. Parce que de nos jours, tu sais, si je recule, moi, ça fait 20 ans que je vends des suppléments. OK. Puis à l'époque, j'ai commencé, j'avais un gym, puis j'avais un petit pro shop, puis je vendais des suppléments. Puis mon but, c'était comment devenir un meilleur être humain. Tu sais, j'aimais beaucoup les super-héros, je voulais avoir des super-pouvoirs. Puis c'était vraiment ça. J'ai tout le temps été un rêveur, puis je voulais acquérir plus de performance. Ouais. Puis, tu sais, juste être plus performant dans l'ensemble de ma vie. Fait que ça a vraiment commencé comme ça, mon désir de... Le début de l'histoire de Marc Ouellette, là. Exactement. J'ai toujours, depuis 20 ans, je vends des suppléments. Puis là, après ça, dans la force des choses, j'ai eu une compagnie de construction, tu sais, comme hobby. Donc, tu as commencé avec la construction, puis après ça, tu as tombé dans les gyms? Non, j'ai eu mon peu? premier parcours quand j'étais quand même très jeune. J'avais à peine 22 ans. OK. J'avais un gym à Pointe-Calumet. Ça s'appelait le Gym Tonic Plus. J'ai perdu beaucoup d'argent avec j'avais aucun background en entrepreneuriat, j'avais aucune formation dans tout ça. Donc, tu commençais, là. Tu t'es fait avoir un petit peu, on peut dire, ou de temps en temps? Je te dirais, comment qu'on peut dire ça? On a appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, sur un tas... Sur l'avion qui monte en... Oui, puis ça a été vraiment... une école pour moi de me pitcher dans le vide comme ça. J'avais un partenaire à l'époque, puis on a fondé ça ensemble. Il est arrivé plein d'embûches. T'as appris? J'ai appris, mais ce que j'ai appris, c'est que j'aimais vendre des suppléments. OK. J'aimais vendre des suppléments. Là, par la force des choses, je me suis en allé dans la construction, mais j'ai tout le temps mûri ce rêve-là d'avoir ma compagnie de suppléments. OK. Fait que comme je te dirais, ça a commencé par un hobby. Fait que j'avais ma compagnie de construction. Je faisais des planchers à l'époxy. Okay. Puis pendant ce processus-là, je commençais à vouloir quand même, en sideline, d'avoir ma compagnie de suppléments. Fait que là, autodidacte, je prenais des informations, je checkais sur le marché qu'est-ce qui se faisait, puis tout ça. Puis j'ai trouvé une manufacture certifiée qui voulait me faire. Fait que là, j'ai commencé avec 4 produits. Puis, tu sais, je le faisais en parallèle de ma compagnie de construction. C'est toi qui es fait ou tu les achètes puis tu les revends? Comment ça fonctionne? Je t'explique parce que c'est un long processus. Ça va faire 14 ans que j'ai fondé Nova Pharma. Fait que ça date pas d'hier. Il y a eu une grosse évolution. Puis ça a commencé, je te dirais, par un hobby, un peu une passion, puis d'avoir mes propres suppléments. Puis c'était vraiment ça. Donc c'est ton brand là, sur les marques? Oui, Nova Pharma. Marqué Nova Pharma. Nova Pharma. Nova, c'est pour innovation. Pharma, c'est pour une qualité pharmaceutique dans un produit nutraceutique, un produit naturel. Fait que c'est pas... Tu sais, des fois, ça peut être en confusion. Un pharma, c'est-tu des produits pharmaceutiques? Non, c'est un grade dans toutes les... le manufacturing de tout ça, c'est que les analyses, toutes les bonnes pratiques de fabrication, il y a des normes supplémentaires, des analyses supplémentaires pour s'assurer de l'exactitude du produit. Puis, moi, c'était vraiment important pour moi d'avoir un gage de qualité. Fait que c'est de même que j'ai basé depuis le début ma business pour aller chercher des laboratoires qui avaient des certifications supplémentaires. Puis par la force des choses, maintenant, ça va faire à peu près 4 ans qu'on a notre propre manufacture, on a un contrôle sur la matière première. Est-ce que tu vends dans d'autres gyms aussi ou c'est juste
tu as ta compagnie puis vous vendez des produits là? Comment vous fonctionnez? Là, je vais peut-être mêler tout le monde, mais je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi ma structure au fil des années. C'est que là, j'ai commencé à me faire produire avec d'autres manufactures. Par la force des choses, j'ai bâti ma propre manufacture. Là, maintenant, je fais mes produits de Nova Pharma, mais je fais du private label. J'ai des associés dans tout ce qui est... C'est une entité à part, c'est un autre de mes business. Ça s'appelle Au Laboratoire Nutraceutique. Okay. On est 5 partners là-dedans. Ah wow, quand même, dans cette portion-là. Fait que moi, Nova Pharma, je suis 100% actionnaire. J'ai des parts dans la manufacture qu'on a créée avec mes autres partners. Puis dans cette manufacture-là, on produit des suppléments pour différentes compagnies, que ça soit canadienne ou américaine. C'est plus rare maintenant américain, mais on ne va pas là. Mais bref, on est une des plus grosses manufactures au Canada avec le plus de certifications. On a un solide département de contrôle qualité. On est très fiers de ça pour s'assurer vraiment que ça respecte les valeurs de nos clients Nova Pharma. Exactement. Mais que je suis aussi actionnaire. Puis là, c'est des produits comme des genres de protéines, tu as de la créatine là-dedans? J'ai un total dans ma gamme, j'ai à peu près, en déclinaison, tout 76 SKU différents. OK. Fait que, tu sais, il y en a grossir, du stock. tu veux avoir plus d'énergie. Je te dirais que ça va vraiment comme supplément sportif à supplément pour monsieur, madame, tout le monde. Mon ultime mission, là, c'est de démocratiser... c'est quoi ta mission? Ouais, c'est ça. C'est démocratiser les suppléments. C'est vraiment parce que, tu sais, là, je fais des petits bouts d'histoire. V'là 20 ans, là, quand je vendais un pot de protéines, il y avait un gros monsieur musclé, puis les gens ne comprenaient pas. Tu sais, comme ma famille, quand je suis arrivé avec mon gros pot, là, elle disait « Ah, tes muscles, c'est de la poudre, ça. Ça, c'est pas des vrais muscles, c'est de la poudre. » Là, tu sais, il y avait comme... Oui, c'est ça. Le monde, ils ne savent pas, là. Ouais, il y avait une incompréhension que c'est quoi une protéine. Mais quand on dissèque le produit, puis on réalise que le lait qu'on donne à un bébé, le lait en poudre, bien, c'est de la protéine. Quand en fin de vie, à l'hôpital, les ançures puis les petits drinks qu'ils sont plus capables de manger, la protéine est déjà connue, mais elle a été comme mal... elle a eu des fois mauvaise presse à cause du marketing que eux, au début, ils poussaient ça avec des gros monsieur musclés. Mais plus que ça va, plus que les gens ont plus de connaissances. Puis là, où est-ce que tu vas t'en aller avec ça, avec ton objectif ou tes inspirations? Hein? Bien, c'est que les suppléments, c'est pour tout le monde. Tu sais, bien des fois, je fais beaucoup de conférences sur les suppléments. Puis, mettons, je présente des produits. Il dit « Ah, mais ça, mon beau-frère, il aime peut-être ça. Lui, il s'entraîne. » Tu n'es pas obligé de t'entraîner pour bien te supplémenter. Là, j'ai vu que tu avais un Instagram aussi. Là. Oui, j'ai un Instagram. C'est mon nom, là. Marc, 2 barres en bas, Ouellette. Puis, mon équipe me pousse beaucoup, mon équipe marketing. Ils me mettent sur le spot, c'est en site. Ils disent Comme aujourd'hui. Oui, c'est eux qui ont orchestré tout ça. Je me fie beaucoup à eux parce que, tu sais, avant, j'aimais plus ça être derrière, puis tout ça. Puis là, tu sais, je veux pas. Avec eux, je ferais n'importe quoi pour mes entreprises. Parfait, puis je fais confiance à mon équipe, puis ils me disent, Marc, mets-toi sur le spot. Ils m'ont mis devant le char. Bien, Marc, merci beaucoup d'être venu à l'émission à Tabarouette. Casse-moi pas un bras là, avec les non, promis. Merci. Hey, tu vas avoir des protéines, des suppléments. Marc Ouellette, fondateur de Nova Pharma. On se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec Tangerine, avec le monde de Tangerine. Comment ça va, madame? Hey, ça va excellent. Merci, Pat, de me recevoir. Ben oui, en plus, tu arrives de Cuba, là. Ben oui, 3 semaines de vacances. Il est temps, je retourne travailler, je te dis. Je suis fatiguée d'être en vacances. Ça fait du bien. Puis là, tu as un podcast. On va parler de ton podcast aujourd'hui. Moi, je te suis depuis une couple d'années, là. Wow! Écoute, félicitations d'avoir monté ça. Bien, merci. C'est gentil. Ça fait 3 années. 3 ans et demi, en fait, qu'on monte le projet de zéro. Vraiment, on l'a monté de A à Z. Quand je te dis de A à Z, là, j'avais 0 réseaux follower, sociaux. J'avais tout arrêté ça. Il y a plusieurs années, j'étais dans l'esthétique. C'était pas du tout le divertissement là, qui était dans mon idée, ni les réseaux sociaux. Fait qu'on a recommencé à zéro. On a bâti ça en 3 ans. Jusqu'à maintenant, on a 190 000 followers à travers notre plateforme. Comment ça se monte un podcast? Parce que
je vois ça, là, faut que tu aies des abonnés, faut que tu aies des commanditaires. Comment ça marche, là? Oui. Tu parles comment faire de l'argent ou comment ça marche? Les deux, là, un petit peu. Comment faire de l'argent? Vas-y, comment faire de l'argent avec ça? Premièrement, pour faire de l'argent, il faut que tu aies un produit. Ça veut dire qu'il faut que tu investisses. Il n'y a rien de... Tu sais, à moins que tu aies des gens qui veulent investir... Tu lâches pas ta job un matin pour faire ça, là? Non. Je ne suggère pas. Fait que, tu sais, on se prend un commanditaire, c'est sûr, pour nous aider à bâtir. Sauf que trouver un commanditaire avec 0 followers, c'est impossible. Compliqué, c'est ça. C'est comme n'importe quelle entreprise, on investit là-dedans. Puis ensuite, quand on a de plus en plus de vues, là, on est rendu entre 4 et 5 millions de vues par mois. Par mois, wow. Fait que là, on parle qu'on est, tu sais, on a du sérieux dans les commanditaires aussi. Fait que c'est ça. Y a-t-il un genre d'abonnement? Comment ça marche? Oui, tu peux aussi faire de l'argent avec les abonnements sur le Patreon et le YouTube l'offre aussi. OK. Fait qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés sur le YouTube, tu peux avoir des abonnés sur le YouTube payant. OK. Fait que c'est sûr que tu as des abonnés, comme tout le monde peut s'abonner à mon YouTube. Par contre, il y en a qui sont abonnés à ma communauté. Et pour une modique somme de 5 c'est faire partie de ma communauté. Comment tu as décidé de partir un podcast? Tu te réveilles un jour et tu te dis, je pars un podcast. Bien, en fait, moi, j'ai fait de la radio pendant des années. Je faisais de l'animation aussi dans les bars. Puis, j'avais écrit ce projet-là avec... j'ai animé Porn Star Academy. Je sais pas si ça a été comme... Ça a été quand même assez connu. On faisait du live. Moi, j'étais animatrice là. Puis le réalisateur, qui a travaillé à la télé très, très longtemps, et était encore à la télé, je l'ai téléphoné. J'ai dit, « Hey, moi, j'ai envie de faire un podcast. » J'y avais écrit le même projet il y a 20 ans. Mais j'avais aucune idée comment le faire. Genre, j'avais aucune idée. Il y a 20 ans, il n'y a peut-être pas Internet aussi, hein? Oui, oui, on était. On était sur Internet. OK. Oui, on était les premiers, dans les premiers. Tu sais, les premières idées de faire des shows live sur Internet avec des gens, un peu comme Star Academy, là, mais sur Internet. Sur Internet, OK. C'est ça. Fait que moi, j'avais animé ça. Puis là, j'ai appelé le même réalisateur. Puis il m'a sorti la même idée, le courriel que je lui avais envoyé. Fait que c'était pas perdu dans ma tête. Je l'avais mis de côté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui m'ont blessé dans l'entrepreneuriat. Puis j'ai décidé de mettre de côté l'animation, mais mon cœur était toujours là. Fait qu'il fallait que je reprenne l'animation. C'est quoi la mission du podcast? Bien, en fait, c'est de rencontrer des gens ordinaires, des histoires extraordinaires. Je crois que tout le monde a une histoire à raconter. Puis je trouve ça un peu plate, des fois, quand tu écoutes la télé, tu écoutes la radio, c'est toujours le même monde. Mais ils racontent toujours la même chose. C'est un peu la même cassette, parce que là, c'est le même monde, ils sont habitués, ils vont toujours aux mêmes émissions, les émissions autour. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire une émission qui rejoint tout le monde. Où c'est qu'on peut se retrouver autant dans un quêteux qu'un millionnaire. Ça part de quoi exactement? Bien, on fait des longues entrevues. Ouais. Ça, tu dis tantôt 3 fois 45 minutes? Oui, exactement. Nous, on fait 3 fois 45 minutes, 2 heures et quart, 2 heures et demie par invité. Fait que c'est des longues entrevues. Fait qu'on rentre vraiment dans le personnage. On rentre dans la personne qui est là. Puis on voit les difficultés, on voit aussi tout ce qu'ils ont pu accomplir dans la vie. Puis on se retrouve, puis c'est inspirant. Moi, je trouve ça super inspirant. C'est transparent. Puis c'est pas toujours facile. C'était quoi ton plus grand défi? Bien, moi, je pense que, premièrement, ça a été les invités au début. Parce que comment tu t'invites des gens à, tu sais, je veux dire, même si tu finances, tu invites des gens à du vide. T'as personne qui écoute. Oui, c'est ça. T'as pas de followers, t'as rien. Là, j'ai vu qu'il y avait du monde pas mal populaire quand on passait dernièrement à ton émission, là. Oui, mais c'est drôle, c'est pas toujours ceux-là qui ont le plus de vues. Les gens, ils aiment ça se retrouver à travers des histoires spéciales, tu sais, entendre des histoires d'entrepreneuriat, justement, comme ton émission, c'est parfait. Les gens adorent ça. Puis, oui, je reçois des gens populaires, comme j'ai reçu Denis Coderre, tu sais, comme là,
j'ai Kobna qui sort bientôt, qui est un rappeur assez connu. J'ai reçu, je peux Steve Hill, je peux Manon Leblanc. Il y a plein de monde différents qui sont connus. Mais j'ai reçu aussi des gens qui ont vécu, des enfants de la DPJ, des gens qui ont vécu des Donc, ça vient toucher des gens, là. Donc, on peut-tu dire que ton podcast a comme évolué à travers le temps? Ah, bien, oui, c'est sûr que ça évolue. Ça évolue dans les followers aussi avec la qualité des invités. C'est le choix des invités. Parce que là, les gens, c'est eux qui m'interpellent pour venir au podcast, comparé à avant. Avant, tu courais après le monde, là, c'est ça? Oui, exact. Aussi, j'ai reçu Daniel Tadros, que tu connais bien. Fait que, tu sais, j'ai reçu des gens différents, mais au début, fallait que je cours après. Fallait que je leur dise, on va faire une bonne émission. Puis en plus, la façon que l'émission se déroulait n'est pas la même que maintenant. OK. Là, tu fais ça dans un studio en ce moment? Oui, j'ai commencé dans mon studio. En fait, j'avais une compagnie d'esthétique avant. OK. Puis j'avais assez d'espace. J'ai dit, j'ai pas besoin de grande place pour commencer le podcast. Fait que je me suis fait un petit studio. Puis là, c'est devenu de plus en plus grand. Fait que là, maintenant, on est dans un studio où c'est qu'on loue aussi à d'autres podcasts. On fait des vidéos pour des créateurs de contenu, pour des entrepreneurs aussi qui veulent faire des publicités pour leurs entreprises, etc. Fait qu'on est une bonne équipe maintenant. On est une équipe de 5 personnes. Ah, quand même? OK, donc ça roule pas mal, là. Oui, ça va bien. Mais comment tu arrives à tout organiser ça avec la famille, les vacances, le travail? La base, c'est une bonne équipe. Tu as des enfants aussi, là? Oui, mais la base, c'est une bonne équipe. Mon fils travaille avec moi aussi. Oui, c'est vrai. Il fait la musique, il fait de la technique. Aussi, on refile le podcast à la radio. Ça, c'est une autre affaire aussi. Fait qu'on a besoin d'un technicien qui regarde, s'assurer que le langage est bon, qu'on parle pas de trucs de conspiration. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit un bail de voix. Parfait, ça. Oui, exactement. Faut que ça passe partout. Il faut que ce soit comme un genre de passe-partout, ça. Oui, mais pas sur le YouTube, pas sur le Spotify. Ça, c'est vraiment tel quel intégral. Fait qu'on cache rien à personne. Puis là, les défis, c'est de s'améliorer aussi en production. Rendre ça un petit peu plus comme la télé, ajouter du montage, mettre des images de chacun des invités, essayer de rendre ça plus dynamique à écouter sur vidéo. Parce que nous, notre Spotify, c'est un Spotify vidéo. C'est pas juste écoute, tu peux aussi le regarder. Fait que ça, c'est intéressant. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça me fait plaisir. Ça passe vite aussi, hein? Bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on se retrouve avec notre prochain invité dans quelques instants. On est de retour avec Cheikh, directeur de développement hypothécaire. Comment ça va, Cheikh? Très bien, Patrick. Qu'est-ce que ça fait un directeur de développement hypothécaire exactement? Alors, tout simplement, un directeur développement hypothécaire est comme un courtier hypothécaire, excuse-moi. Mais moi, je travaille pour la Banque nationale. Donc, j'offre les produits de la Banque nationale. Et en gros, un directeur développement hypothécaire accompagne le client du début jusqu'à la fin de son processus d'achat d'une propriété. OK. Justement, pour avoir une préautorisation, comment ça fonctionne exactement? Alors, au départ, le client, je le rencontre. On analyse sa situation financière. Ensuite, on met un plan, une stratégie réaliste en place. Si tout est beau, on fait une préautorisation hypothécaire. Et par la suite, s'il le souhaite, je le présente à un courtier immobilier qui va l'aider dans la recherche de la propriété. Et lorsqu'ils auront trouvé cette fameuse propriété, ils reviennent me voir à la banque. Moi, je convertis cette préautorisation en achat. Ensuite, on discute des termes et conditions du prêt. Et par la suite, on transmet les instructions chez le notaire. Mais là, j'ai vu que, écoute, dans le temps quand j'ai commencé à acheter de l'immobilier, dans les années 2000, ça prenait 30 000 $ pour acheter une maison, puis c'était un salaire normal. Aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un qui commence? C'est vrai que le marché a beaucoup évolué. Le marché a évolué notamment à cause de l'inflation, à cause de pas mal de facteurs, ici notamment en Amérique du Nord. Donc c'est vrai que les valeurs des propriétés sont plus ou moins pas vraiment plus abordables comme avant. OK. Puis dis-moi, là, comment a commencé ta réussite au Canada? Tu es arrivé ici
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Très bonne question, très bonne question. Et écoute, Patrick, comme tout jeune immigrant, étudiant, je suis arrivé ici au Canada très jeune, à l'âge de 17 ans. J'avais 0 repère, je n'avais pas de repère, j'avais 0 garantie, je n'avais pas de réseau non plus. Donc, j'ai tout de suite compris que personne n'allait venir bâtir ma vie à ma place ici. C'était ma première fois de vivre... Parce que c'est pas facile quand tu arrives ici et tu commences de zéro, là. Exactement. C'était ma première fois de vivre l'hiver canadien. J'avais jamais vu la neige auparavant. Les Québécois sauvent dans le sud. Mais un point quand même assez important, j'ai commencé à Moncton, dans le Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai étudié... Donc, tu es arrivé à Moncton, dans un petit village comme ça? Exactement. J'ai étudié à l'université de Moncton pendant 4 ans. Et c'est par la suite que j'ai déménagé à Montréal. À Montréal, OK. Et j'ai compris également que personne n'allait bâtir ma vie à ma place, là. Donc, c'était important pour moi de commencer à mettre quelque chose de solide en place, à bâtir quelque chose de vraiment solide, étape par étape, par moi-même. OK. Puis dis-moi, quand tu as commencé ça, c'est sûr que tu as commencé dans l'immobilier tout de suite, comme pour les prêts, ou tu as fait d'autres choses avant? Alors, j'ai fait quelques petits boulots, notamment dans des centres d'appel. OK. J'ai été... tu as travaillé eux, là? J'ai fait quelques petits boulots, oui. OK. Oui. C'était vraiment pour subvenir un peu à mes petits besoins à côté. Mais mes parents auraient pu m'aider, honnêtement. C'est pas comme si j'étais vraiment dans le besoin. Mais j'ai compris qu'ils voulaient eux aussi me donner une petite leçon de vie. Essayer de voler. C'est souvent comme ça qu'on apprend. Hein? Des fois, quand c'est trop facile, on ne se rend pas compte. T'sais. Exactement. Donc, c'est ça. Par la suite, lorsque j'ai déménagé à Montréal que j'ai appliqué à la Banque nationale. Et j'ai été pris. OK. Là, tu es directeur. Donc, tu t'occupes d'une équipe ou exactement? Ou... Alors, pas vraiment. Faut dire que j'ai commencé tout en bas de l'échelle. J'ai commencé en tant que caissier, ensuite conseiller financier, ensuite spécialiste en financement résidentiel et pour finir directeur développement hypothécaire. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne gère pas forcément une équipe. On a des adjointes, bien sûr, mais mon rôle principal, c'est vraiment d'accompagner le client du début jusqu'à la fin. C'est important, il y a beaucoup de monde. C'est quoi les erreurs que le monde font quand ils achètent une première propriété? Ça également, c'est une très bonne question. Vous savez, on rencontre des centaines de personnes, de clients par année, et l'erreur la plus fréquente, ou du moins, je dirais, l'erreur la plus fréquente que je vois passer, c'est les personnes en fait qui se fient généralement à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à une éventuelle variation de taux, une éventuelle variation de prix des propriétés. Donc sur les réseaux sociaux ou à la télé, donc ils se fient sur ces choses-là pour sauter dans le bain. Alors qu'il est fortement recommandé, avant toute chose, de venir rencontrer un spécialiste d'abord. C'est important, c'est super important. Là. Exactement, avant de faire quoi que ce soit. Le spécialiste, il est là pour ça. Il est là pour t'aider, il est là pour analyser ta situation financière, mettre un plan vraiment réaliste en place. Et comme j'aime si bien le dire par une métaphore, moi, je suis là vraiment du début jusqu'à la fin. De la fondation. C'est comme ta mission, là. T'sais. De la fondation de la propriété jusqu'à la dernière petite touche de peinture. Je sais, c'est tellement compliqué, même aujourd'hui. Je suis en train encore d'acheter un immeuble, puis des questions qu'ils nous posent là-dessus. Mais c'est quoi ta mission derrière ça, exactement? Honnêtement, j'aime aider les gens. J'aime aider les gens. J'aime aussi apporter une valeur ajoutée dans la vie des gens. C'est quelque chose qui est vraiment naturel chez moi. Donc, raison pour laquelle j'aime bien ce que je fais en ce moment. OK. Puis dis-moi, pour un jeune qui commencerait, là, ça serait quoi tu proposerais comme critère ou comment faire pour passer à l'action? Alors, ce que je donnerais comme conseil à ce jeune-là, c'est de ne pas attendre le moment parfait pour commencer quelque chose. De ne pas attendre d'être 100% prêt pour commencer quelque chose. Dans la vie, c'est lorsqu'on commence qu'on commence à voir des opportunités. Lorsqu'on avance, on voit des opportunités qui s'ouvrent devant nous. Donc, il est très important de ne pas avoir peur, de se lancer
Et si on fait les choses comme il faut, ben, les opportunités vont venir à nous. Et je crois au fait que la clé vraiment du succès, c'est le travail, la consistance et le désir d'apprendre. Oui, c'est super important parce que souvent, on fait la plus grande erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas essayer. Hein? Exactement. C'est seulement en essayant qu'on peut avoir ce qu'on veut avoir. Et vraiment, il faut toujours continuer à avancer. Tant que tu vas avancer, un jour ou l'autre, tu vas arriver là où tu dois arriver. Oui, parce que toi, regarde, tu es parti à l'extérieur, tu es venu à Moncton, qui n'est pas une ville facile. Même moi, je te jure, je n'irais même pas à Moncton. Ben, c'est ça. Nouveau-Brunswick. Puis là, en plus, tu viens à Montréal, tu connais pas beaucoup de monde, tu commences à zéro. C'est quand même un gros step dans ta vie. Hein. Totalement. Je dois dire également que si ça peut motiver quelqu'un, un jeune frère ou un jeune immigrant comme moi, ça n'a pas été toujours facile pour moi. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et même à mes débuts à la banque, j'ai eu des périodes très difficiles. Mes premiers jours ne se sont pas passés comme prévu. Je suis revenu avec une autre force. J'ai réappliqué. On m'a repris dans une autre région. Et me voilà où je suis. Là, tu es là aujourd'hui. Hey, ben, merci beaucoup d'être venu à l'émission Check. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine avec nos prochains invités.